Et si votre trait le plus dangereux n'était pas ce que vous montrez, mais ce que vous retenez, vous franchissez le seuil, et l'air change de densité. Les voix perdent un demi-ton, les gestes ralentissent comme s'ils heurtaient une gravité nouvelle. Rien d'exhibé, pas de théâtre, seulement une présence compacte, une colonne de silence qui tient la pièce. On vous cherche des signes, on n'en trouve pas. C'est là que commence l'inquiétude. Car la force ne se mesure pas au volume, mais à la capacité de ne pas se laisser dissoudre. Maîtriser ses affects, c'est régler l'optique des autres. Régler l'optique, c'est déjà organiser le terrain. Dans une époque qui confond authenticité et déversement, cette réserve ressemble à une provocation. On imagine ce que vous pensez, on comble vos interstices avec ses propres peurs. L'ombre travaille pour vous, tandis que la réactivité s'épuise autour. Vous n'avez rien demandé, pourtant l'espace s'ordonne, aimanté par ce que vous gardez en deçà des mots. L'époque a remplacé la parole par le vacarme. Tout est scène, tout est micro, tout est métrique. On vous demande d'exister à ciel ouvert, d'expliquer vos gestes, de commenter vos émotions comme on actualise un flux. On appelle cela authenticité, mais ce qui s'écoule sans mesure se dévalue. La confession devient format, le format devient réflexe, et le réflexe finit par vous précéder. À force de se montrer, on se laisse programmer. La vitesse posée par l'algorithme devient un devoir moral, la réponse immédiate une politesse, la transparence une vertu proclamée. Pourtant la lumière crue n'éclaire pas, elle brûle les contours. Un être sans ombre perd son relief, donc sa marge de manœuvre. Machiavel aurait noté l'évidence. Ce qui se lit trop vite se gouverne de l'extérieur. Regardez la chorégraphie du quotidien. Stories, commentaires, petites vibrations qui hachent la respiration. Sourire d'habitude pour rester présent. Les pouces savent quoi faire avant que la pensée n'arrive. Le corps s'entraîne à répondre à la pièce plutôt qu'à l'habiter. On finit par confondre présence et volume, visibilité et puissance, agitation et vie. L'économie de l'attention ne rachète pas votre profondeur, elle loue vos impulsions au plus offrant. Elle préfère le pic à la nuance, l'excès à la lenteur, la réaction à la maîtrise. Elle vous convainc que disparaître une heure, c'est mourir un peu, et que demeurer lisible, c'est être en sécurité. En vérité, la sécurité tient au contrôle de vos seuils, pas à la quantité de traces qu'on peut collecter sur vous. On exige l'explicite, comme si l'implicite était une faute. On prêche la transparence, comme si l'opacité mesurée était mensonge. Mais la zone d'ombre n'est pas une tricherie, c'est l'atelier où se fabrique la perception, l'espace privé où la densité prend forme. Celui qui choisit ses apparitions ne se cache pas, il dessine une acoustique. Il fait de ses intervalles un cadre et non un vide. Dans un monde saturé, la rareté redevient une syntaxe, la latence une manière de reprendre souffle et le silence un signe lisible par ceux qui savent lire. De là naît l'inconfort des autres. Plus vous retenez, plus l'imaginaire en face travaille, et c'est précisément à ce point de frottement que surgit le réflexe de prouver, cette petite fissure par où s'échappe d'abord la cadence, puis le levier. Le piège ne se présente jamais comme un piège, il commence par une demande infime, une pointe d'ironie, un vraiment lancé comme on jette un hameçon. Vous sentez la piqûre, et, déjà, quelque chose en vous s'empresse. Vous justifiez, vous clarifiez, vous ajoutez une phrase pour rassurer, puis une autre, et sans bruit, vous cédez la chose la plus rare, la cadence. Chaque mot en plus achète une minute de paix et vend une part de levier. On croit défendre la vérité. En réalité, on déplace la scène sur le terrain de l'autre, avec ses règles, son tempo, son public. La défense crée l'accusation, l'explication nourrit le doute, la précipitation signe l'appartenance. D'où vient cette hâte à prouver? D'un apprentissage précoce où la survie sociale s'obtient par la conformité, d'une époque où l'algorithme récompense la vitesse et punit la latence. Le corps apprend à répondre à la salle au lieu d'habiter l'énoncé. La main va plus vite que la pensée. Le souffle se cale sur les notifications. Le regard cherche l'approbation avant même que la phrase n'existe. On confond courage avec empressement, honnêteté avec déversement, transparence avec reddition. Machiavel l'aurait dit autrement. Plus on vous lit vite, plus on vous gouverne de l'extérieur. Et Jung en donne la clé intérieure. Ce que l'on refuse d'admettre en soi cherche une scène.
L'ombre non intégrée réclame l'auditoire et pousse à surjouer la vertu. Observez ce que révèle le réflexe de prouver, votre seuil de tolérance au malentendu, votre peur d'être mal classé, votre dépendance au regard. Il suffit d'un silence face à vous pour que l'angoisse monte et que les mots se précipitent. Il suffit d'un sourcil haussé pour que vous livriez vos priorités, vos angles morts, vos urgences. Le tribunal de l'opinion n'a plus qu'à enregistrer les aveux. C'est ainsi que l'on devine vos coups, vos lignes rouges, vos désirs. C'est ainsi que l'on négocie avec vous sans même ouvrir la bouche. À la surface, tout ressemble à de la sincérité. En profondeur, c'est une fuite devant l'incertitude, un abandon de souveraineté temporelle. Le piège reste invisible parce qu'il se confond avec la bonne intention de mettre les choses au clair. Mais la clarté authentique ne naît pas de la quantité de mots. Elle vient d'une densité qui n'a pas besoin de s'excuser d'exister. Tant que la salle dicte votre rythme, la perception vous échappe, et avec elle, la possibilité de conduire sans bruit. Ce n'est pas la vérité qui perd, c'est le levier qui s'érode d'abord imperceptiblement, puis de façon irréversible. Ce qui gouverne vos gestes ne porte pas de nom tonitruant. Ce sont des courants faibles qui déplacent des continents. La salle propose un rythme, et votre système nerveux s'y accorde avant même que la pensée ne formule une intention. Une voix monte, la vôtre accélère. Un sourcil se relève, votre phrase s'allonge. Un écran clignote, votre respiration se hache. C'est la réactivité mimétique. On ne répond plus à la situation, on répond au tempo qu'elle impose. À cette vitesse, la nuance perd son poids et le jugement se réduit à une suite d'ajustements réflexes. La pièce vous joue comme on joue d'un instrument bien accordé. Sous cette réactivité, une fin plus ancienne travaille, l'approbation. Elle se déguise en sincérité, mais réclame en réalité un reçu à chaque geste. On publie pour calmer l'inquiétude, on explique pour prévenir le malentendu, on se livre pour ne pas risquer l'opacité. À force, l'identité se transforme en guichet ouvert jour et nuit. Chacun vient y quémander un peu de vous et vous payez en fragments de levier. Le regard d'autrui devient baromètre. Beau temps quand ça applaudit, tempête quand ça se tait. L'axe se dérègle selon la météo. Puis la pression du groupe arrondit les angles. Les corps se synchronisent avant les idées. Pour rester dans le tempo, on adopte des positions qui ne sont pas nées chez soi. La majorité offre une couverture morale, et cette couverture devient l'illusion du vrai. On ne cherche plus la justesse, on cherche la concordance. C'est là que s'insinue la pente douce du désengagement. Ce n'est pas si grave, tout le monde le fait, je n'ai pas le choix. 3 phrases et la responsabilité glisse comme une bague trop large. Plus bas encore, l'ombre agit comme une main invisible. Honte de ne pas compter, peur d'être mal classé, colère d'être ignoré. Ces affects exilés tirent les fils de l'empressement. On croit parler au nom de la vérité. On parle pour apaiser une ardeur qui n'a jamais été accueillie sans procès. Machiavel aurait noté que ce qui se lit trop vite se gouverne du dehors. Jung répond qu'un théâtre intérieur non reconnu réclame la scène et vous pousse à surjouer. Entre les deux, la solution ressemble à une acoustique. Installer une latence microscopique entre le stimulus et la réponse, assez pour que le signal se détache du bruit. Derrière ce balai microscopique, une force plus ancienne réclame la scène. L'ombre. L'ombre n'est pas un monstre extérieur, c'est la part de vous que vous avez reléguée hors champ parce qu'elle menaçait l'image. Colère étouffée, jalousie maquillée en morale, besoin d'être vu rebaptisé, générosité, autant de fragments bannis qui réclament une scène. Tant qu'ils restent exilés, ils négocient en coulisses avec le monde. Ils vous poussent à prouver, à vous surexpliquer, à remplir l'espace pour calmer une inquiétude sans nom. Vous croyez rétablir la vérité. Vous étanchez en fait la soif d'une partie de vous-même qui n'a jamais été regardée sans procès. Là se noue la compulsion du vacarme, et là s'érode votre cadence. Jung l'a dit à sa manière. Ce que vous ne rendez pas conscient revient comme destin. L'ombre non intégrée ne se contente pas de peser, elle met en scène. Elle vous fait parler trop vite pour prévenir l'humiliation, sourire trop longtemps pour conjurer l'abandon, exhiber une transparence défensive comme alibi moral. L'époque vous applaudit authentique, dit-elle, mais ce n'est pas l'authenticité, c'est la panique ritualisée.
À chaque justification, vous lui cédez la régie. Et plus la salle dicte le tempo, plus la perception se fabrique dehors, là où votre levier est maigre. Intégrer l'ombre n'est pas la blanchir ni la dompter par la force, c'est lui rendre domicile. Nommer sans plaider, sentir sans commenter, laisser remonter l'affect jusqu'à sa dernière vibration et regarder ce qu'il protège réellement. Peur de ne pas compter, honte d'avoir envie, rage de n'être pas choisi. Dans ce fourneau, quelque chose change de densité. Les impulsions perdent leur urgence, non par ascèse, mais parce qu'elles cessent d'alimenter un procès intérieur. Le vide, jadis menaçant, devient un intervalle respirable. La latence, jadis faute, devient une acoustique où l'information se clarifie. De cette paix qui ne se joue pas, naît une présence qui ne quémande rien. Le regard ne cherche plus l'indice d'approbation, il constate. La main n'appuie plus pour remplir. Elle attend que le geste ait un poids. Ce qui était stratégie devient conséquence. L'ambiguïté n'est plus un trucage, c'est l'effet naturel d'une vie psychique moins bavarde. Machiavel retrouve ici Jung. On gouverne mieux dehors quand le théâtre intérieur ne réclame plus la rampe. Le silence n'est plus une posture. Il est la trace visible d'une économie affective réconciliée, celle qui rend possible le choix rare, la parole courte, l'apparition brève qui ordonne la pièce. Alors, lorsque l'ombre a trouvé sa place, la nécessité de prouver tombe d'elle-même. La salle peut accélérer, elle n'entraîne plus votre système nerveux. On croit percevoir du mystère. On rencontre simplement une architecture intérieure où chaque pièce est à sa juste place. Le monde, d'un coup, cesse de vous programmer, non parce que vous vous dérobez, mais parce que vous n'avez plus rien à vendre au vacarme. Quand l'ombre a trouvé sa place, il devient possible d'orchestrer ce qui paraît et ce qui ne paraîtra jamais. Lorsque l'ombre a retrouvé domicile, une autre tâche devient possible, composer l'apparence. Le pouvoir ne s'implore pas, il s'installe par une géométrie du visible. Vous ne mentez pas, vous choisissez l'angle, la distance, la lumière. Un pas en avant, un rideau tiré, une page arrachée dans le livre. Et déjà, la perception se réorganise. Ce que vous décidez de laisser hors champ n'est pas un refus de vérité. C'est la condition pour que la vérité pèse. La transparence intégrale aplatit, le contre-jour donne du relief. Machiavel sait que l'opinion n'est pas un tribunal, c'est un atelier d'images. Qui maîtrise l'atelier oriente le verdict sans élever la voix. Il s'agit d'architecture au sens strict, cadrer l'entrée, soigner les seuils, contrôler les distances. Une présence tenue vaut plus qu'une performance, un indice bien placé travaille plus longtemps qu'une déclaration. En face, l'esprit humain déteste les lacunes. Il complète, il projette, il élève parfois au-dessus de ce que vous avez réellement montré. Ce n'est pas de la manipulation au sens vulgaire, c'est une sobriété opérante. Vous retirez l'excès pour que l'essentiel résonne. L'ambiguïté, quand elle est juste, ne brouille pas. Elle ouvre un espace de lecture où chacun révèle sa propre optique. On croit vous déchiffrer, on se dévoile. Cette maîtrise exige une fidélité intérieure, ne pas devenir la façade que l'on a conçue. L'ombre intégrée garde la charnière entre ce qui peut paraître et ce qui doit rester inviolé. Vous savez pourquoi vous retenez, donc vous n'inventez pas pour retenir. La mesure remplace la peur. Le choix remplace le réflexe. De là naît une figure moins bruyante mais plus pesante. Non pas le charisme qui sollicite, mais la gravité qui dispose l'espace. L'outil est discret. Il tient dans des micro-décisions. Parler plus tard que prévu, laisser une phrase sans commentaire, préférer une réponse brève à une démonstration, faire de ses absences des repères. La perception se sème de l'intérieur, puis se laisse maturer dehors, comme un parfum que l'on reconnaît avant de savoir le nom. Ce qui ne paraît pas soutient ce qui paraît, comme l'ossature soutient la peau. À mesure que cette architecture prend forme, l'intervention devient minimale et l'effet maximal. L'atmosphère fait le travail lourd. Et, au cœur de cette mise en scène sobre, une charnière demeure la plus fiable pour tenir la porte entre visible et invisible. Le vide maintenu. Le vide maintenu n'est pas un retrait, c'est une forme de présence à haute tension. On croit au silence comme absence de signal, alors qu'il est précisément le signal qui pèse le plus, une note tenue qui résonne longtemps après qu'on a cessé d'émettre.
Il dit sans dire. Votre temps n'est pas alloué. Votre nerf n'est pas à disposition. Votre regard ne se déclenche pas sur commande. Ce refus d'alimenter l'instant ne provient ni de l'orgueil, ni du calcul froid. Il naît d'une économie intérieure où l'excès est suspect et la mesure souveraine. Là où la plupart s'empressent de combler l'interstice pour réparer l'image, vous laissez l'espace travailler. Le vide devient un creuset. Il clarifie les contours, il trie les intentions, il rétablit la hiérarchie des urgences. Ce qui arrive alors n'a rien de mystérieux. La pièce se met à parler à votre place. Le silence rend visible des choses que le bruit dissimulait: micro-nervosité, compulsion de convaincre, fragilité maquillée en certitude. Certains y lisent du mépris, d'autres une menace, les plus lucides, une invitation à affiner la pensée. L'esprit humain déteste les lacunes, il les comble avec ses propres matériaux, projections, soupçons, fantasmes. Tout afflue vers l'interstice que vous maintenez, et dans ce mouvement se révèlent les priorités réelles de chacun. Ce n'est pas un jeu de pouvoir au sens trivial, c'est l'établissement d'une acoustique où ce qui est solide tient, et ce qui est accessoire s'effondre sans drame. Le silence, bien tenu, cesse de vous isoler. Il vous relie à ce qui compte, sans subventionner ce qui d'habitude vous épuise. À l'échelle fine, le vide tenu ressemble à une série de micro-décalages. Une respiration supplémentaire avant de répondre, une phrase retirée au moment de l'envoyer, un regard qui ne se précipite pas pour rassurer. 2 secondes de latence, et l'algorithme social perd la main. La conversation cesse d'être une chaîne réflexe pour redevenir un lieu de décision. L'énergie non dépensée ne s'entasse pas comme une réserve muette. Elle densifie la présence, elle augmente la portée de chaque signe. Elle permet de choisir les apparitions plutôt que de subir les convocations. On vous suppose des secrets, on vous prête des raisons. Vous n'avez fait que garder l'essentiel hors de portée de l'instant. À force, ce vide n'apparaît plus comme une énigme fabriquée, mais comme l'ossature même de votre manière d'être au monde, et c'est autour de cette ossature que l'atmosphère s'organise. L'autorité dont il est ici question ne se déclare pas, elle s'installe comme une météo. On croit à l'ascendant par le volume, alors qu'il vient d'un triptyque discret. La rareté, l'énergie, la cadence. Rareté d'abord, non pas se soustraire au monde, mais choisir ses apparitions comme on pose des balises. Ce qui revient peu prend du poids, ce qui se montre sans cesse s'allège. La pièce apprend vite votre fréquence, et c'est cette fréquence qui dessine les distances. Vous ne monopolisez pas l'attention, vous créez une attente. L'intervalle devient forme, puis l'énergie. Le temps n'est plus une matière à brûler, mais une monnaie à investir. Vous ne payez plus chaque interaction au prix fort. Vous laissez circuler ce qui peut circuler sans vous. Vous n'alimentez pas les circuits qui ne rendent rien. Le corps se déprogramme du réflexe de servir. La présence se recompose autour d'un noyau qui ne fuit pas. On vous supposera des secrets, des plans, parfois des froideurs. En vérité, il n'y a qu'une économie plus exigeante, où la dépense suit la décision et non l'impulsion. Cette sobriété n'appauvrit pas, elle densifie. Moins d'action, plus d'effet par action. Reste la cadence, ce réglage fin par lequel le temps devient un espace que vous habitez au lieu de le subir. Vous entrez plus tard que prévu et l'axe se redresse. Vous parlez plus bref et le sens se concentre. Vous laissez une question vivre sans la clouer par une démonstration et la réflexion s'épaissit. Ce n'est pas de la lenteur pour la lenteur, c'est une ponctuation qui organise le réel. À force, la salle ne cherche plus à vous accélérer. Elle se synchronise. Le leadership apparaît sans être nommé, parce que la cohérence devance le commentaire. Ainsi se fabrique une autorité atmosphérique, un champ qui dispose l'espace sans l'occuper, une température qui oriente les gestes sans les contraindre. On cesse de chercher à faire impression, on laisse l'impression se composer autour d'une présence qui ne quémande pas. De cet air tenu, naît un style d'interaction où le conflit se dégonfle, où la parole pèse sans s'alourdir, où l'accord n'est plus arraché, mais obtenu par gravité terrain naturel des applications qui viennent. Dans la négociation, la gravité fait plus que les arguments. Vous n'entrez pas pour gagner la parole, vous installez l'atelier où l'autre viendra déposer ses raisons. Quelques secondes de latence suffisent. Le besoin de combler le vide
le pousse à parler plus qu'il ne voudrait, à montrer ses contraintes, ses lignes rouges, ses urgences de calendrier. Vous observez le coût émotionnel des concessions avant même que les chiffres n'apparaissent. La cadence devient levier. Machiavel rencontre ici Jung. La part de l'autre, qui craint l'incertitude, cherche un point fixe, elle finit par se caler sur votre tempo. La position se déclare d'elle-même. La vôtre reste une chambre encore éteinte où l'on devine la forme sans la cartographier. Dans la hiérarchie, l'autorité atmosphérique remplace la posture. On confond souvent leadership et présence spectaculaire. En pratique, c'est la cohérence qui aimante. Vous évitez l'hyper-explication qui dilue, vous retirez l'ego du circuit pour laisser circuler le travail. La rareté des apparitions donne du poids à chacune. L'équipe apprend votre fréquence et se synchronise sans convocation excessive. On vous teste moins parce que la marge d'imprévu baisse. La façade ne promet rien que l'ossature ne puisse tenir. Cette sobriété dégonfle les conflits mous. La décision, quand elle vient, semble avoir mûri dans l'air plutôt que tomber d'un haut-parleur. Dans l'intimité, le silence n'est pas retrait, mais cadre pour l'écoute réelle. On parle souvent d'authenticité comme transparence totale. En vérité, l'intimité respire dans une alternance de clair et d'obscur. Dire tout trop vite, c'est demander à l'autre de porter vos fantômes. Ne rien dire jamais, c'est le priver de votre monde. La présence tenue ouvre un passage médian. Assez de lumière pour être lisible, assez d'ombre pour rester vivant. Les gestes cessent de chercher l'approbation, ils s'orientent vers la fidélité à ce qui est vrai en dessous du bruit. À cette profondeur, le lien ne s'achète ni par l'excès de mots, ni par l'économie de façade. Il se reconnaît à la qualité de l'air entre deux respirations. Tout ce chemin n'avait qu'un but, rendre au centre ce qui gouverne sans bruit. Vous avez vu l'économie du vacarme, reconnu le piège de prouver, observé les mécanismes qui vous accaparaient, donné domicile à l'ombre, puis composé l'apparence avec la sobriété d'un architecte. À ce stade, la confiance ne cherche plus à être crue, elle se laisse respirer. L'autorité n'est pas une posture héroïque, mais une atmosphère qui s'installe quand la dépense suit la décision, quand la parole arrive après la présence, quand la rareté rend chaque signe lisible. Il ne s'agit pas d'apprendre un nouveau numéro, mais de désapprendre la compulsion de remplir. Laissez les intervalles devenir des lieux, choisissez vos apparitions comme on choisit des cadrages, refusez les dettes invisibles que le monde tente d'inscrire sur votre système nerveux. Dans la négociation, parlez plus tard que la tentation. Dans la hiérarchie, retirez l'ego du circuit pour laisser circuler le travail. Dans l'intimité, offrez de l'ombre avec la lumière, sans marchandage de soi. Ce n'est pas une fuite, c'est une fidélité. Préservez l'espace où se fabrique votre perception afin que l'extérieur ne puisse plus l'usurper. Vous constaterez alors un effet discret, moins d'efforts, davantage d'effets, moins de preuves, davantage de leviers. Les autres vous prêteront des raisons, parfois des secrets. Vous aurez simplement protégé ceux qui ne supportent pas l'éclairage constant. La confiance véritable n'a pas besoin d'introduction. Elle déplace la pièce en silence. Et si l'on vous demande ce qui a changé, il suffira de répondre que rien n'a été ajouté, seulement soustrait jusqu'à ce que demeure l'ossature. À partir de là, la cadence se règle d'elle-même, et le monde, lentement, trouve sa place autour de vous.